Bientôt, une nouvelle cimenterie sortira de terre à Diago, à une trentaine de kilomètres de Bamako. La première pierre de l'infrastructure a été posée aujourd'hui par le président de la République et le roi Mohamed VI. Les deux personnalités ont également procédé à l'inauguration du tronçon malien du câble à fibre optique transafricain. Ce projet a coûté à notre pays 4 milliards de francs CFA. Le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité a donné son coup d'envoi aujourd'hui et belle entame du Mali qui s'impose en football et en basketball. Revoilà Baba Ninkone sur le podium de l'Institut français de Bamako après plusieurs années d'absence. L'artiste a dévoilé au public hier soir son dernier album de 12 titres qui magnifie le Mali, un concert en son et lumière avec Modibo Soirée dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition après une soirée de football. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta et le roi Mohamed VI ont procédé aujourd'hui en début d'après-midi à la pose de la première pierre de l'usine de ciment de l'Afrique au Mali à Diago, à une trentaine de kilomètres de Bamako. Et c'est une filiale des ciments de l'Atlas, c'est ce que nous dit Idrissa Kamara. La semaine qui s'achève aurait pu s'appeler, et fort à l'agrément du reste, la semaine de la coopération Mali-Maroc, comme pour donner corps à l'impressionnant ballet de la signature de ces nombreux accords de conventions, aussi importants les uns que les autres. Voilà lancé par le président de la République et le roi du Maroc les travaux de construction de l'usine des ciments de l'Afrique au Mali et CIMAF. Dans 18 mois, selon le planning proposé, ce sont des centaines d'emplois directs et indirects qui seront créés. Si l'on y ajoute la valeur ajoutée que cela crée, l'on se fait une idée de son impact sur notre économie au double plan micro et macroéconomique. Nous accueillons tout cela avec bonheur parce qu'à terme, c'est de la création de la valeur qu'il y a et c'est de la création d'emplois pour toute la région. Ces unités vont venir avec de l'emploi direct et puis de l'emploi indirect. L'unité dont on parle aujourd'hui va créer à terme 1000 emplois, dont 200 emplois directs et puis 10%. Parmi ces 200 emplois, il y aura 10% de cadres. Donc c'est de la création d'emplois déjà, c'est de la création de revenus pour un certain nombre de ménages. Un optimisme qui est loin d'être béat si l'on en croit les prévisions selon lesquelles à terme, la production passera de 500 000 à 1 million de tonnes par an, ce qui laisse augurer, outre la satisfaction de la demande nationale en ciment, mais aussi et surtout la réduction du prix de vente au destinataire final, à savoir le consommateur. Au bout du compte, création d'emplois et lutte contre la pauvreté, deux axes majeurs de la politique du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous restons avec les deux personnalités qui ont procédé à l'inauguration du tronçon malien du câble à fibre optique transafricain. Le but est d'améliorer la connectivité des pays de la région et assurer la sécurisation du trafic des télécommunications. Le projet a coûté au côté malien 4 milliards de francs CFA et s'étend sur plus de 1000 km. Ibrahima Traoré. C'est à la CI 2000, au cœur de Bamako, que le président de la République et son hôte de marque, le roi Mohamed VI, sont venus poser un nouveau jalon dans la coopération déjà fructueuse entre le Mali et le Maroc. Après les honneurs militaires, les deux chefs d'État saluent le corps constitué des deux pays. Ils procèdent aussitôt à l'inauguration du tronçon malien du câble à fibre optique transafricain. D'une longueur de 1064 km, ce câble financé par la Sotelma Malitel, filiale de Maroc Télécom, a nécessité 11 mois de travaux et une enveloppe de 4 milliards de francs CFA. Il va nous permettre d'optimiser nos charges liées à la location de liens satellitaires puisqu'ils coûtent cher. Et il va également nous permettre de sécuriser les liens existants. Mais la particularité de ce nouveau lien, c'est qu'il a une capacité énorme. Il va nous permettre de pratiquement multiplier la capacité actuelle d'à peu près plus de 10. Et ça vient en renforcement de tous les projets que nous sommes en train de mener au sein du ministère et du gouvernement. Vous savez, on a 3 projets qui concernent la fibre optique. Un projet chinois, un projet coréen et un 3e projet financé par la Banque mondiale. Donc toutes ces infrastructures contribueront certainement
dans les mois à venir à augmenter le débit Internet. Ce projet fait partie du câble à fibre optique transafricain qui relie le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sur 5698 km. Il a coûté 13 milliards de francs CFA. Le but est surtout d'améliorer la connectivité des pays de la région et assurer la sécurisation du trafic des télécommunications. Ce projet présente initialement une capacité de 20 gigabits par seconde, extensible très rapidement sans poser de nouveaux câbles à 800 gigabits. L'Internet et les réseaux sociaux, les besoins aujourd'hui du haut débit pour télécharger de la vidéo, c'est une activité qui est très consommatrice de débit. Et donc définitivement, des câbles de grande capacité de la sous-région vont permettre de faire face aux besoins futurs. Lorsque vous regardez la carte, c'est un certain nombre de zones enclavées, je mets cela entre guillemets, que nous allons contribuer à désenclaver. Vous voyez la première région du Mali, prenez Nioro, Djema, Ilimani, beaucoup de ressortissants maliens à l'étranger habitent ces régions et la disponibilité de la fibre dans ces zones va permettre non seulement une fluidification de la communication, ce qui est en soi une bonne chose, mais vous savez très bien que lorsqu'il y a la communication, ça peut générer beaucoup d'autres affaires, beaucoup d'autres petits métiers et beaucoup d'emplois. La mise en place de ce câble à fibre optique transafricain devra donc répondre à la forte croissance des besoins en haut débit de la bande passante internationale. Coopération Mali-Maroc toujours, cérémonie de signature aujourd'hui d'une convention d'intention entre notre pays et le groupe Alliance Banque du Maroc. Cette convention est relative à la réalisation de plusieurs logements sociaux et des travaux de génie au bénéfice de l'armée malienne. Compte rendu, Mariam Sagara. Cette signature entre nos deux pays va permettre de bien loger les militaires dans les casernes sur toute l'étendue du territoire. Ils seront décemment logés au camp aussi bien qu'en dehors. À l'occasion de cette visite, un rapprochement a été fait pour la réalisation de logements de tout type, mais notamment de logements sociaux pour les militaires, mais aussi la réalisation d'infrastructures, des casernements, mais tout type d'infrastructures qui seront concernées par notre accord définitif. Ce projet de construction de logements et d'infrastructures vient s'ajouter à celui des 800 qui seront réalisés par la CIFMA. Cette convention d'intention va toucher plusieurs domaines pour le renouvellement des casernes. Il se trouve que nos besoins dans ce domaine sont des besoins extrêmement importants. À l'occasion du 20 janvier déjà, nous avons posé la première pierre du premier programme de logements sociaux pour les militaires. Et cette convention-là s'inscrit un peu dans la même volonté de travailler à améliorer la condition des militaires, de leurs familles, sur les aspects non militaires de leur carrière, c'est-à-dire l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Et dans la mise en œuvre de la future convention, nous aurons comme partenaire le groupe, la Banque centrale populaire du Maroc à travers sa filiale malienne. Et donc nous allons mettre en place une équipe mixte qui va travailler sur les conditions de mise en œuvre de cette convention. Selon le président de la filiale Alliance Banque, le démarrage des travaux sera en 2014 dès la mise en place d'un groupe de travail constitué de Maliens et de Marocains. Cet engagement va renforcer la coopération militaire entre nos deux pays, un rapprochement qui apportera l'expertise et l'expérience marocaine dans plusieurs domaines. Coopération toujours d'un domaine à un autre, signature de convention entre la compagnie royale Air Maroc RAM et le Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqiya Tidjaniya Confénat. Désormais, la confrérie dispose de facilités pour se rendre sur les lieux saints, dont le mausolée du Cheikh Ahmed Tidjane, fondateur de la Tidjaniya, qui repose à Fès au Maroc. Les documents ont été signés par les deux parties. Compte rendu, Moïse Traoré. Facilité de transport pour le Conseil fédéral national des adeptes de la Tariqa Tidjaniya Confénat. C'est dans des conditions améliorées que les adeptes de la confrérie pourront se rendre à Fès et autres lieux saints. Nous avons pour un produit qui est moins que 500 000 CFA, un produit complet dans lequel il y a le transport aérien, il y a le transport terrestre entre Casablanca, Fès et Rabat.
C'est à Fès au Maroc qu'est enterré Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de la confrérie. Nous nous voyons nous engagés à la lettre à soigner les relations de tous les Tidjanes avec le royaume chérifien et voir nos relations avec notre grand Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu. Toutes les associations et zaouïas du rite malikite sont membres de la Confénata. Il y a aussi un accord de soutien direct au Conseil fédéral national des adeptes de la Tijaniya au Mali, pas simplement à Fès, qu'ils connaissent déjà, mais avec tous les endroits où il existe de grandes communautés tidjanes, puisque nous avons des vols sur les États-Unis, que la communauté tidjane des États-Unis était extrêmement importante. Nos remerciements pour contribuer au désenclavement du Mali, un désenclavement qui constitue un pilier du développement durable du Mali. Royal Air Maroc dessert 30 destinations en Afrique. Chaque semaine, un vol part de Bamako. L'objectif de l'année est de doubler ce nombre. Sur un tout autre plan, la cérémonie de lancement de la journée de la femme artisane a eu lieu aujourd'hui à Bamako. Cette activité est initiée par la Fédération nationale des artisans du Mali en collaboration avec la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest. Pendant 5 jours, les femmes artisanes de l'Afrique de l'Ouest vont créer un espace d'échange et d'expérience. C'est ce que nous dit Rachel Tessougué. Le 22 février est désormais la journée nationale de la femme artisane. C'est l'occasion saisie par la Fédération nationale des artisans du Mali pour mettre en exergue la contribution de la femme artisane dans la lutte contre la pauvreté. Vous avez sans complaisance ni passion échangé sur les voies et moyens de renforcer l'intégration sous-régionale par l'artisanat. La rencontre de Bamako sera engendrée des résultats probants pour le développement de l'artisanat féminin. L'épouse du chef de l'État félicite les femmes artisanes pour leur engagement dans le développement économique de l'Afrique. La célébration de la journée est à pérenniser, comme on dit. Ces femmes sont à encourager parce que nous le savons tous que l'artisanat est un secteur important pour le développement du pays. Et je crois que cet échange également qui est là entre les femmes de la sous-région, cet échange est à encourager et que de ça sortent des idées nouvelles d'innovation. Les femmes artisanes venues du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, du Sénégal et celles du Mali ont exposé les produits qu'elles ont confectionnés elles-mêmes. La Fédération nationale des artisans du Mali est une organisation socio-professionnelle créée depuis 1992 pour assurer la défense des intérêts des artisans. Une formation en droit international pénal vient de prendre fin dans notre capitale, organisée par la MINUSMA et les organisations internationales en charge des questions de droits de l'homme. Cette formation a permis aux agents et auxiliaires de la justice de se familiariser avec les notions de droit. C'est ce que nous dit Mamourou Sidibé. Ils étaient 152 participants civils et militaires venus de 17 pays pour échanger leur expérience sur le droit international pénal. L'objectif était de les doter d'instruments juridiques de référence pouvant leur permettre d'appliquer en tout lieu et en toutes circonstances la loi dans la défense des droits de l'homme. La session se tient à un moment où le Mali doit faire face à une crise majeure qui l'a fortement affecté en 2012. La formation des acteurs qui ont un rôle clé à jouer dans le renforcement de l'état de droit, la culture démocratique et du devoir de rendre justice est cruciale pour assurer une bonne gestion de la période post-crise. C'est pourquoi, pendant 5 jours, les échanges ont porté sur les incriminations et les règles de droit pénal général applicables, la procédure devant la Cour pénale internationale, les modes de responsabilité et les représentations des victimes devant la Cour pénale internationale, pour ne citer que cela. Et c'est une première formation qui est organisée en Afrique. Comme vous le savez, des pays émergents des situations de guerre sont confrontés à des crimes de masse, où il y a aussi des victimes, un grand nombre de victimes, et aussi un grand nombre d'obstacles, de défis. Que vous participiez à des sessions
du genre fait encore le témoignage des efforts qui vous attendent et que vous devez faire pour que ce pays se reconnaisse en vous et dans vos actes. Avant la clôture des travaux, le ministre de la Justice et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali ont répondu aux préoccupations de certains participants. Ces préoccupations concernaient, entre autres, l'équité dans le traitement de tous les crimes devant la Cour pénale internationale, les crimes commis au Mali. À son congrès ordinaire, le Haut Conseil islamique tient donc son conseil demain dimanche. À cette occasion, le ministre en charge des questions religieuses appelle les musulmans à un conseil apaisé. Il invite les musulmans à privilégier l'intérêt collectif. Nous écoutons Tcherno Amadou Oumar As Diallo au micro de Mamourou Sidibé. C'est une obligation pour les leaders religieux, toutes composantes confondues, d'aller à l'apaisement et d'aller à la compréhension et de se mettre au-dessus de l'ego pour redonner au Mali et redonner à l'islam du Mali toute sa noblesse d'antan et cette ferveur et qui fait qu'en tant que leader, en tant que responsable de structures associatives religieuses musulmanes, nous puissions avoir les preuves d'une sagesse dans l'imitation des attitudes du prophète Rasulullah, afin que nous puissions avoir un travail réfléchi d'hommes et de femmes pondérés dans leurs propos, dans les actes qu'ils posent, parce que je vous le dis, ce travail, c'est un travail qui a aussi l'esprit démocratique. Et vous savez que ce concept, cette attitude d'aller à la volonté de la majorité a été déjà depuis le temps du prophète Rasulullah. Il y a eu des sujets sur lesquels, pour prendre position, il a eu à demander que ceux qui sont de mon côté lèvent le doigt. Quand le prophète même a accepté ce suffrage universel de cette époque pour entamer ou pour voir la légalité d'actes à poser, donc je pense que le Haut Conseil islamique ira dans cette même vision voilà, de se plier à la volonté de la majorité, de travailler à avoir un bureau consensuel, afin que toujours c'est l'islam qui sort grandi. Je pense que pour ce qui est de l'islam, pour ce qui est de Dieu, lorsque nous souhaitons et que nous voulions et nous voudrions imiter le prophète Rasulullah, l'humilité s'impose, et quand il y a l'humilité, il y a l'entente, il y a l'oubli de soi pour la cause commune. Parlons à présent assainissement. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement était sur le terrain ce matin pour faire le point de l'effectivité de la journée nationale de salubrité lancée le 25 janvier dernier. Le ministre et ses services techniques se disent satisfaits de la détermination des populations à réussir cette opération. Reportage Youssouf Diakité. Les responsables du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement gagnent progressivement le combat contre les ordures sur toute l'étendue du territoire national. En témoigne la multiplication des initiatives pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi le 25 janvier dernier, le gouvernement du Mali a lancé les activités de la Journée nationale de salubrité. Un mois après, il fallait constater l'effectivité et c'est le ministre en charge de la question avec tout son staff qui allait voir. Ici, nous sommes en commune 4 du district de Bamako. Puisque c'est institué chaque dernier samedi du mois, aujourd'hui 22 février, c'est le dernier samedi du mois de février. Donc la journée nationale est en marche. Et je suis très heureux de me retrouver ici avec cette jeunesse, une association dénommée Jeunesse Horizon 30, s'ils intègrent dès aujourd'hui vraiment la culture de l'assainissement, la culture de la propriété, cette éthique, cette morale, je pense que c'est notre pays qui gagne. Ça a été une opportunité en tout cas pour nous d'évacuer une partie de nos ordures. Mais en ce qui concerne en tout cas nos doléances, la première des choses d'abord, il faut que les GIE soient équipés. La commune 2 n'est pas restée en marge des activités. La mairie a donné son engagement de pouvoir mettre à leur disposition, chaque fois que besoin est, des moyens de transport de ces ordures. Donc l'appel du gouvernement est entendu et on a au rendez-vous à chaque fois que besoin est. Dans 15 jours, nous allons organiser des journées de salubrité dans tous les secteurs du quartier et pénaliser ceux qui vont salir.
Et en même temps, nous avons exigé à chaque famille de payer pour le GIE présent dans le quartier. En tout cas, la réussite de l'opération reste dans la conjugaison des efforts, rassure le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Le comité malien des barrages a tenu ce matin une conférence débat sur le thème alternative pour la production d'électricité au Mali à l'horizon 2050. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e Assemblée générale du comité. Les organisateurs entendent apporter leur contribution pour l'amélioration de la production énergétique au Mali. Moussa Fani. Alternative pour la production d'électricité au Mali à l'horizon 2050. C'est le thème d'une conférence débat tenue dans le cadre des activités de la 3e Assemblée générale du comité malien des barrages. Le choix du thème n'est pas fortuit, car notre pays connaît une forte demande d'électricité. Il s'agissait aussi de débattre de façon constructive les problèmes auxquels est confronté le comité. Les professionnels du secteur des barrages entendent relever les défis. Nous avons constaté que du point de vue du développement et la maîtrise des ressources en eau, par les barrages et les réservoirs, également la production d'électricité, notamment l'hydroélectricité. Et l'Afrique disposait d'un potentiel très important et qui malheureusement est encore sous-exploité. C'est-à-dire qu'il n'y a que 8% du potentiel africain qui est exploité pour mettre de l'énergie à la disposition des populations, ce qui est largement insuffisant. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a assuré les responsables du comité malien des barrages quant à l'accompagnement de son département. Je puis vous assurer que mon département soutiendra vos activités et vous apportera l'appui politique nécessaire afin que le comité malien des barrages puisse occuper la place qui est la sienne dans le concert du comité africain des barrages et au sein de la Commission internationale des grands barrages. Créé en 2006, le comité malien des barrages a pour objectif de favoriser l'exploitation et la gestion des grands barrages. Il contribue également à la régulation des cours d'eau en matière de la production d'énergie, l'agriculture, la navigation, la protection contre les crues, entre autres. Le comité national de pilotage du projet de gestion du bétail ruminant endémique a tenu son 6e conseil. À l'ordre du jour de cette session, la présentation du rapport d'activité 2013 et le budget prévisionnel 2014 de la structure qui s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. À Bougouni, notre envoyé spécial était Adama Koulibaly. À l'ordre du jour de cette 6e session du projet B, programme de gestion du bétail ruminant endémique, la vérification des mandats des membres du comité national de pilotage, la présentation du procès verbal de la 5e session, échange sur les points d'exécution de ces recommandations, suivi des discussions du programme d'exécution technique et financière, le projet de protection de la race de bétail ruminant endémique est sous-régional. Il couvre le Sénégal, la Gambie, le Mali et la Guinée-Conakry. Le projet consiste à protéger et améliorer les races d'animaux qui supportent les maladies. Ce bétail est un bétail d'importance mondiale, compte tenu de sa trypanotolérance, c'est-à-dire de sa résistance aux différentes maladies transmises par les mouches tsetse, telles que la trypanosomose animale, et également contre les parasitoses transmises par ces mouches tsetse. Le projet est financièrement supporté par la Banque africaine de développement, le Fonds pour l'environnement mondial, la FAO et l'État à des coûts de milliards. Le financement est assuré par la BAD comme groupe très important, qui s'élève à 4 milliards, environ 4 milliards de francs CFA. Le gouvernement malien apporte environ 1 milliard 150 000 et le Fonds mondial pour l'environnement environ 1 milliard. Le projet V Mali, pour cette activité de 2014, entend investir plus d'1 milliard 700 millions de francs CFA. Dans le programme de cette session du projet B, il était prévu la visite du parc du centre de conservation, de multiplication et de diffusion du bétail ruminant endémique de Madina Diassa. Le centre rénové par le projet, là, les vétérinaires sélectionnent les meilleures races de vaches Ndama. N'importe qui peut venir pour demander ces bœufs, mais il faut d'abord que l'éleveur qui accepte de prendre ces bœufs puisse accepter le cahier de charge pour l'élevage de l'Ndama. La laiterie de Bougouni, une réalisation du projet au profit des éleveurs de cette localité, a été visitée. Une laiterie, selon les responsables du projet, va contribuer à réduire la pauvreté des éleveurs avec la valorisation de la production et de la productivité du lait. L'effectif du troupeau de multiplication suivi par le projet V Mali est estimé à 1975 têtes réparties entre 6 sites. Madina Diassa, Yanfoulila, Manankoro Bougouni, Toussegela, Kolonjeba et Sagabari Akita.
L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali vient d'effectuer une visite à Gao. Sur place, la délégation a rencontré le gouverneur, les représentants des organisations de la société civile, les élus communaux, l'aménagement et les magistrats. Chacune des entités a exposé ses préoccupations, parmi lesquelles l'insécurité alimentaire. Reportage Daouda Zoumana Traoré. C'est pour mieux recenser les préoccupations de la population de la région de Gao que l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Mali a effectué ce déplacement. Nous avons entendu vraiment les besoins prioritaires de la population, ça c'était la sécurité, pas seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité alimentaire, quelque chose d'important. Et la faiblesse de l'économie et de l'emploi. Au cours de la journée, l'ambassadeur et sa délégation se sont entretenus avec le gouverneur, les notabilités, les organisations de jeunes et de femmes, les élus communaux et l'aménagement. Les problèmes sont très nombreux et diversifiés. La crise a secoué tous les secteurs. Mais les acteurs souhaitent le renforcement de l'agriculture, de l'élevage et les activités génératrices de revenus. Le point d'orgue a été la question sécuritaire qui touche les droits de l'homme et préoccupe les autorités de la 7e région. Le gouverneur des régions, Amadou Baba Sidibé, et son cabinet ont dépeint la situation dont la résolution aidera la relance des activités économiques dans la zone. Ils n'ont cessé de louer les bienfaits de la réconciliation et du vivre ensemble. Quant aux représentants de l'aménagement, les élus et les magistrats, ils ont tous prôné l'importance de la sécurisation des zones sensibles comme les foires et les autres lieux de regroupement et les voies principales. La justice qui reprend petit à petit ses droits est également confrontée à un manque de matériel de travail pour mener à bien sa mission. Dans l'urgence, ça serait vraiment, je vais envoyer mon équipe ici pour la gestion de l'eau, parce qu'il y a un nombre d'activités avec laquelle on peut commencer pour améliorer cette gestion, de réparer quelques digues, de nettoyer quelques seuils qui sont sablés maintenant, pour améliorer l'accès sur l'eau. En ce qui concerne la sécurité, je pense que mon gouvernement a fait disponible un soutien de quelques centaines de militaires pour renforcer la base d'information et de renseignement. La Somagep SA, qui est appuyée financièrement par le Royaume des Pays-Bas, a reçu la visite de l'ambassadeur. Retour ici à Bamako, les entreprises de l'espace CEDEAO mènent la lutte contre les pratiques illicites et militent pour la levée de tous les obstacles sur les corridors de la communauté. Elle vient de créer à cet effet une alliance. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des représentants des entreprises membres et du secrétaire exécutif de l'alliance, Aloussene Touré. Pays enclavé au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Mali devrait logiquement être le premier pays à figurer au sein de cette alliance Borderless, une organisation qui regroupe la presque totalité des entreprises de la région ouest africaine et dont le siège se trouve à Accra. L'alliance Borderless est une plateforme du secteur privé ouest africain qui a été créée en 2011 en vue d'apporter sa contribution à la mise en œuvre effective de certains protocoles qui ont été adoptés soit dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA pour une libre circulation des biens et des personnes. Pourtant, que de tracasseries sur nos routes pour ceux dont le travail consiste à transporter d'un pays à l'autre. Le tout nouveau président de Borderless Mali en est conscient. Nous sommes un pays enclavé, nous avons 8 corridors. Ça voudrait dire que pour nous, certainement, ce comité aura une importance des plus grandes, parce que nous serons écoutés et entendus au niveau international, mais aussi au niveau de d'une organisation comme la CEDEAO, l'UEMOA et tout cela. C'est une occasion pour nous, chaque fois que nous sentons ou que nous ressentons un problème quelconque sur un corridor, que cela soit répercuté au niveau de nos plus hautes autorités, mais aussi au niveau des autorités sous-régionales. La cellule technique des réformes du cadre des affaires est l'institution haute de l'Alliance, du moins au Mali. Elle a assisté à la mise en place d'un bureau dont le rôle va consister dans un premier temps à sensibiliser les acteurs pour les amener à adhérer à l'Alliance. Le syndicat national de l'enseignement secondaire des collectivités a tenu aujourd'hui les travaux de son premier congrès ordinaire. Au menu des activités, la présentation du bilan à mi-parcours, les débats sur les préoccupations actuelles du syndicat et la mise en place d'un bureau. Reportage Abdraman Maïga.
Ce premier congrès ordinaire du syndicat national des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités est placé sous le signe « La fonction publique de l'État pour tous les enseignants ». Il doit permettre aux congressistes d'échanger leurs points de vue sur leurs préoccupations et cela en vue de trouver des solutions idoines à leurs difficultés. Difficultés qui ont pour nom le retard dans le paiement des salaires et les obstacles juridiques liés à leur carrière. Je puis vous assurer que les problèmes ont été bien identifiés et des propositions concrètes ont été faites. Les instructions ont été données par M. le Premier ministre aux différents services et départements compétents pour proposer en tout cas les différentes solutions qui mettraient définitivement fin à cette situation. Ces assises de Bamako doivent également permettre aux participants de faire le bilan à mi-parcours des réalisations et de discuter des obstacles auxquels le bureau sortant était confronté. À seulement 3 années d'existence, un certain nombre d'actions ont été entreprises par le syndicat. Il s'agit entre autres de doter les syndicats de tous les documents juridiques les concernant, mettre en place des comités CIPESCO à l'échelle nationale. Après le toilettage des textes du syndicat, un bureau sera mis en place par les congressistes. Bureau qui aura pour mission de consolider et de renforcer les acquis tout en nouant des partenariats solides pour une meilleure coordination des actions futures du syndicat. La santé de la mère, de l'enfant, la scolarisation des filles au cœur d'une activité conjointe au RTM UNICEF à Ségou. L'objectif était de rehausser le taux de scolarisation des filles dans notre pays et assurer une bonne santé de la mère et de l'enfant. Fousséni Samake. En se rendant à Saminé, un village situé à 45 km de Ségou, la mission de production de la radio rurale avait pour objectif de rapprocher davantage la radio des populations rurales à travers des réalisations de micro-programmes sur leurs activités quotidiennes et ensuite véhiculer des messages d'information et de sensibilisation à partir d'une émission publique et des débats sur la scolarisation des filles. Les populations rurales sauront, avec cette mission, que l'UNICEF, qui est le partenaire privilégié de l'ORTM, est à pied d'œuvre pour leur développement intégral. Ça va permettre aux producteurs de la radio rurale, ceux de Bamako et de Ségou, de collaborer davantage. Et ça permet aux deux structures de mieux se connaître et d'échanger les expériences. Les responsables de Saminé se réjouissent de cette initiative, surtout le thème de l'émission publique qui a porté sur la promotion de l'allaitement maternel. Je remercie très sincèrement l'UNICEF et la radio rurale qui ont choisi notre commune. Avec l'ORTM, ils ont travaillé plusieurs fois dans notre commune à faveur de la santé et de l'éducation. La délégation sera avancée dans ma commune et toute l'étendue du territoire malien. Ce partenariat ORTM-UNICEF va s'étendre à toutes les régions du pays dans le cadre de la passion du service public. La mobilisation a été totale à Saminé. Une bonne collaboration éco. Nous rejoignons toujours fin à Sikasso de la première édition du festival touristique, artisanal et agricole du couloir économique Mali-Burkina Faso. Courses cyclistes et remise d'attestations ont marqué la cérémonie de clôture. C'était vendredi dernier. Compte rendu, Sekou Konaté. Initié par l'Association des municipalités du Mali et financé par le gouvernement canadien à travers le PMDE, cette première édition du festival touristique, artisanal et agricole des communes du couloir économique Mali-Burkina a été l'occasion pour les producteurs agricoles des 8 communes du couloir au Mali et artisans de faire découvrir au grand public le potentiel agricole du couloir et le savoir-faire des acteurs de l'artisanat. Cela afin de les valoriser pour une meilleure promotion dans un esprit d'intégration économique sous-régionale. L'organisation de ces festacés a été une fierté pour l'Association des municipalités du Mali, qui a traduit éloquemment sa vision du développement des communes maliennes à travers la coopération décentralisée. Une initiative qui aura permis également de lancer la saison touristique 2014 à travers de nombreuses visites de sites touristiques et de musées. Une édition riche en enseignements. Je suis très content et très satisfait et je remercie sincèrement les participants et tous ceux qui ont participé à cet événement. Nous sommes très convaincus que ça va porter beaucoup de fruits au développement de la commune de la région de Sikasso. Nous sommes convaincus que pendant cette foire, les parties prenantes, communes, services techniques, opérateurs et opératrices économiques ont mutuellement appris des uns et des autres en nouant des rapports, des partenariats pour le développement économique local du couloir, en droite ligne de l'atteinte de l'objectif escompté, à savoir
production, transformation et commercialisation. Et une course cycliste dédiée à l'intégration économique est venue agrémenter la cérémonie de clôture. Des diplômes de participation ont été décernés à l'ensemble des exposants et des récompenses aux cyclistes. De la musique pour souffler. Après plusieurs années d'absence, Babani Koné retrouve la scène de l'ex-CCF de Bamako. Un retour marqué par un concert exceptionnel que l'artiste et son groupe au grand complet ont donné hier soir. Occasion pour la star de présenter au public de l'Institut français du Mali son dernier album intitulé Maliba, qui compte 12 titres. Retour sur ce showbiz exceptionnel qui a duré plus de 2 heures. Modibo Soirée. C'est le premier concert de Babani Koné ici, en tout cas, depuis le changement de nom suivi de la rénovation de l'Institut français du Mali. Un spectacle attendu donc depuis un moment par celle qui s'est fait appeler Sirani et qui avait donné rendez-vous ce vendredi soir à ses fans. Figure emblématique de la chanson malienne, Babani Koné a séduit d'entrée de jeu les mélomanes à travers un répertoire spécialement conçu pour la soirée. En somme, des morceaux tirés de son dernier opus baptisé Maliba en hommage à notre cher pays. C'est le 6e Maliba. J'ai chanté Andjera Tchela, le mariage polygamique. Vous savez, ici au Mali, on se marie avec la polygamie. D'autres aiment ça et d'autres n'aiment pas. Maliba, arrangé par Cheikh Tidiane Seck, est un album voyageur réalisé entre Bamako et Paris dans la mouvance des festivités du cinquantenaire de notre pays. L'opus est aussi le fruit d'une collaboration remarquable avec des sommités de la world music, notamment le batteur américain Will Calhoun, son compatriote percussionniste et multi-instrumentiste Daniel Moreno. Je voulais aller à l'essentiel sans briser justement ce caractère que les gens connaissent d'elle, mais tout en lui donnant un langage plus structurel. Et donc, ça a été une aventure très riche. À travers son style associant zouk, salsa ou jazz mandingue à des sonorités acoustiques d'instruments traditionnels, Babani a conquis encore une fois ce fabuleux public acquis d'ailleurs à sa cause. Des messages comme la paix, la cohésion et l'unité nationale et bien d'autres sujets étaient au cœur de ses chansons. Je chante pour les amoureux, je fais conseiller les gens comme Sindji Tougou, aimer l'un à l'autre dans la famille, c'est pas la peine de se quereller à cause de l'héritage du père, donc il y a un peu de tout. Après cette sortie à l'Institut français du Mali, la star Babani Koné part désormais à la conquête d'un large public dans quelques jours à travers une tournée européenne. Autre fête, cette fois-ci, ça se passe sur le gazon. Le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité a démarré cet après-midi ici au stade de Modibo Keïta. Une dizaine de pays participent à ce tournoi de 5 jours. Le match inaugural de foot a vu la victoire du Mali 2-0 face au Sénégal. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné par le Premier ministre Oumar Tatamli et le chef de l'aménagement Bert Kenders. Vous aurez donc le résumé de cette rencontre dans nos éditions de demain. Donc, une partie que vous avez pu suivre sur notre chaîne. Le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité n'est pas que football, il y a aussi le basketball. Ce matin, le Mali a fait une bonne entrée dans ce tournoi. Les juniors maliens ont battu la Côte d'Ivoire 62-59. Quant aux cadettes, elles ont dominé le Burkina Faso 96. Les deux rencontres ont eu lieu au Palais des Sports Abdul Karim Kaba. Le basketteuse malienne inaugure le Palais des Sports avec 2 victoires. Au compte de la première journée du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité, le Mali en jaune est face à la Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, les joueurs maliens ont la main mise sur le jeu. Malgré qu'elles soient plus âgées, les Ivoiriennes traînent derrière les aigles juniors. À la pause, le score est de 33-27 pour les nôtres. En seconde période, les Maliennes continuent sur la même lancée alors que les Ivoiriennes s'organisent et revenir. Toute chose qui sera faite en 4e quart-temps, 58-58 à 3 minutes de la fin. Plus engagés, les jeunes réussissent des paniers grâce à la détermination de Guinabandjaï du Guinabacé, monté récemment en équipe junior. Au bout du temps réglementaire, le Mali l'emporte 62-59. Auparavant, les joueuses du Burkina Faso n'ont pas fait le poids devant les cadettes du Mali. Score final 96.
L'engagement, la détermination et l'envie de montrer la suprématie de la catégorie sur le continent étaient au rendez-vous. Avec 2 victoires en basketball pour les Aigles, c'est donc bien parti pour la semaine du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Voilà, il faut ajouter que jeudi 20 février 2014 a été couru au champ hippique de Bamako le Grand Prix de l'amitié Mali-Maroc, une course hippique organisée à l'honneur de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc en visite d'État dans notre pays. La course était organisée par l'association malienne d'amitié Mali-Maroc Amama en partenariat avec la Fédération malienne de course hippique sous la présidence de l'honorable Moussa Diarra, président de l'Amama. Voilà, vous voyez sur ces images cette course organisée à l'honneur de Sa Majesté le roi Mohamed VI en visite dans notre pays. Voilà le prix. Ainsi prend fin ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, nous vous remercions de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec l'actualité de demain 13h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain pour la grande édition du soir. Mais déjà, avec un simple clic, vous pourrez revoir cette édition qui s'achève d'ailleurs. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.